Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Bonsoir. Patricia Alémonière à vos côtés, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Face à vous Jean-Christophe Ploquin ce soir, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix. À la une Jean-Christophe de La Croix, l'hebdo, les déserts médicaux en France. Exactement, une grande enquête. Toubib or not Toubib. Très bon titre. Et puis Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir à vous également, Laure. Merci d'être avec nous au sommaire. Donc ce soir, une nouvelle mouture du plan de paix américain pour l'Ukraine a été transmise à Moscou, version remaniée du plan initial en 28 points qui était largement favorable à la Russie. Qui a fait les Européens ont réussi à imposer des modifications. En attendant, les bombardements russes se poursuivent sur le territoire ukrainien et les scandales de corruption continuent de fragiliser la présidence Zelensky. C'est dans ce contexte de menaces russes que le président Macron a annoncé la création d'un service national de 10 mois pour les jeunes majeurs. Service purement militaire mais volontaire uniquement sur le territoire national. 3000 jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 19 ans seront choisis dès l'été 2026. Également au sommaire, le coup d'État en Guinée-Bissau, en plein processus électoral. Le général Hortan Tam a été investi président de la transition pour diriger le pays pendant 1 an. Le président sortant, Umaru Sissoko Embalo, quant à lui, est arrivé au Sénégal. Et puis, vague d'enlèvement de masse au Nigeria. Encore lundi dernier, 10 personnes kidnappées dans un village de l'état de Kwara dans l'ouest. Un rapt qui fait suite à l'enlèvement de 303 élèves et de 12 enseignants. Face à cette recrudescence des rapts, Donald Trump menace d'intervenir militairement pour mettre fin à ce qu'il appelle les meurtres de chrétiens. Voilà, on commence donc cette émission par l'Ukraine. Après, je vous le disais, le plan de paix en 28 points proposé par Donald Trump, jugé beaucoup trop favorable à Moscou. Kiev semble avoir repris la main avec l'aide des Européens qui ont effectué des contre-propositions et obtenu de Washington des amendements à la proposition initiale. Donald Trump l'affirme depuis, le futur accord de paix devra respecter la souveraineté de l'Ukraine. En attendant, la guerre continue ses ravages. Moscou vise toujours les infrastructures civiles et énergétiques du pays. Et l'armée ukrainienne est toujours en grande difficulté autour du nœud de Pokrovsk. Et pour ne rien arranger, je vous le disais, Volodymyr Zelensky a annoncé tout à l'heure la démission de son bras droit, mis en cause dans un scandale de corruption lié justement au secteur énergétique. On va écouter Volodymyr Zelensky. Je suis reconnaissant envers Andriy. Il a veillé à ce que la position de l'Ukraine dans le processus de négociation soit toujours représentée de la meilleure façon, une position toujours patriotique. Jean-Christophe, avant d'évoquer donc ces scandales de corruption qui fragilisent la présidence Zelensky, tout d'abord ce plan Trump dont on a beaucoup parlé en début de semaine, en 28 points qui prévoyait une reconnaissance de facto notamment des régions de Louhansk, de Donetsk et puis de la Crimée comme étant russe, largement favorable à Moscou. C'était en quelque sorte une capitulation Oui, disons que si ce plan était adopté tel quel, ça ressemblerait effectivement à une capitulation, puisque l'une des demandes, c'était que, enfin l'un des éléments du plan, c'était que l'armée ukrainienne se retire même des zones des provinces qu'elle contrôle encore, et que donc elle se retire pour laisser la place aux troupes russes, notamment. Il soit réduite aussi à 600 000 hommes. Voilà, donc il y avait beaucoup de conditions effectivement qui rendaient ce plan a priori inacceptable aux Ukrainiens. En même temps, on voit la façon dont ils ont réagi, c'est-à-dire que à la fois ils ont mobilisé les Européens pour avoir un soutien et faire savoir à Donald Trump que c'était pas acceptable en l'état, et en même temps ils se sont montrés prêts à négocier et à discuter. Et donc, il y a eu cette rencontre à Genève qui a été très importante et le week-end dernier qui a permis d'ajuster un petit peu ce plan. Et donc, l'envoyé spécial Witkoff qui sera à Moscou la semaine prochaine. Donc, on est un petit peu dans un statu quo. En même temps, on voit bien que l'idée de Washington, c'est quand même de prendre en compte la situation telle qu'elle est. C'est aussi l'idée des Européens qui disent, en fait, ce qu'il faut maintenant, c'est arrêter le plus vite cette guerre. C'est évidemment à l'Ukraine de le dire, mais si on doit s'arrêter, il faut s'arrêter sur la ligne de cessez-le-feu et non pas reculer ensuite de la part des Ukrainiens. Mais en tout cas, on voit que de tous les côtés aujourd'hui, l'idée que ce conflit doit s'arrêter, au moins par un cessez-le-feu, c'est quand même une idée dominante. Reste à savoir si, et c'est là où justement l'événement d'aujourd'hui, la démission du bras droit de Zelensky, est un événement majeur qui va peut-être obliger Zelensky à bouger beaucoup plus qu'il l'aurait souhaité, parce que Yermak était vraiment
un pilier à côté de Zelensky, était vraiment son bras droit. Donc ça fragilise justement, c'est pour parler ça fragilise avec Zelensky les États-Unis très fortement. Et notamment, les États-Unis vont utiliser ça, Poutine va utiliser ça. Donc ça le fragilise à un moment où, justement, il aurait besoin d'une forte cohésion autour de lui pour faire face à ces négociations entre la Russie et l'Amérique. Patricia, sur ce plan de paix, tout d'abord en 28 points, sur la forme aussi, on en a beaucoup parlé cette semaine, beaucoup y ont vu la main de Moscou. Que penser du vocabulaire de certains mots employés qui ont beaucoup interpellé? A été longuement expliqué dans la presse internationale, française, etc., comme quoi c'était une transcription finalement parfois mal faite par l'intelligence artificielle de propositions russes directement transcrites en anglais. Bon, probablement, on va dire. Mais au-delà de ce plan, donc en 29 points, c'est ça, ou 28 points, 28 points qui est devenu 19 après, remanié par les Européens. Au-delà de ce plan, ce qu'il faut voir, c'est la réponse d'abord de Vladimir Poutine, qu'il a faite dans une conférence de presse. Il a tout simplement dit, alors les 19 points, laissons tomber, je n'en veux pas. Les Européens out. Et puis, il a dit autre chose. Il a dit tout simplement, mais de toute façon, moi, je suis d'accord pour discuter avec Donald Trump, qui est formidable. Donc, en ce sens, il applique la recette classique de remercier le président Trump pour toutes ses initiatives. Sur les bons conseils de l'émissaire de Donald Trump, qui visiblement... de Donald Trump. Enfin, ça, c'était pour la réunion qu'il y avait avec Zelensky sur les Tomahawks. C'était une autre histoire. Mais enfin, il continue dans ça. Et surtout, il dit... Ah, mais de toute façon, on ne peut rien signer parce que ce gouvernement est totalement illégitime. Cet homme n'est pas le président de l'Ukraine puisqu'il aurait dû avoir des élections. Donc, on ne peut pas passer un accord avec ce gouvernement-là puisqu'il est illégitime. Ça, c'est quand même très lourd de conséquences comme phrase. Et au même moment, on apprend par la presse britannique, c'est-à-dire aujourd'hui, que finalement... Jared Kushner, qui va aller avec Steve Witkoff en Russie, eh bien, finalement, dirait, alors tout ça c'est rapporté par des confrères britanniques, dirait que, eh bien non, finalement, Trump est d'accord. Trump est d'accord, les territoires seront reconnus par les Américains ainsi que la Crimée comme étant russes. Et c'était bien dans le fameux plan de 29 points. Donc, vous voyez, on en est, je veux dire... C'est dramatique et ceci se passe au moment, comme on vient très justement de le dire, au moment où Zelensky est embrigadé dans une histoire et on sent qu'actuellement, si vous voulez, comme il a cette histoire de corruption, il est sous la terre en quelque sorte, on sent qu'il y a une poussée américano-russe pour faire céder l'Ukraine. Alors pour des motifs différents, Poutine, qu'est-ce qu'il y gagne ? 2 ans de guerre, parce que pour conquérir tous ces territoires, c'est à peu près 2 ans encore qu'il lui faut, à l'allure où ça va. Donc il y gagne 2 ans de guerre, il y gagne un petit répit, il peut se reconstituer ses forces, il y gagne. Et Trump, il y gagne un truc extraordinaire. Le prix Nobel peut-être, enfin, il apparaît comme... Mais surtout sa base qui râle en ce moment, sa base qui n'est pas contente. D'autant qu'en plus, on soutenait un corrompu. Et des perspectives business aussi, potentiellement. Alors évidemment, mais vous savez, les Américains n'ont jamais fait, il faut sortir ça de notre tête, n'ont jamais fait de business avec les Russes, même autant où ils s'entendaient bien, parce que c'est très compliqué en Russie. Alors, il y aura peut-être des accords sur le pétrole, les terres rares, etc. Mais le gros business, il ne faut pas se leurrer, les industriels américains savent que... Bon, non. En tout cas, peut-être pour les crypto-monnaies et les terres rares, mais pas le reste. Ziad, les Européens marginalisés par Donald Trump une nouvelle fois ? Oui, parce que... tant du côté russe que du côté américain, on estime qu'on est à hauteur d'homme. C'est-à-dire que c'est nous les patrons. Et c'est à nous de gérer cette situation. Bon, il y a quelques Européens qui sont là au milieu, qui sont sur la zone de combat quand même aussi. Donc, c'est pas si simple. Et puis, il y a aussi une entente entre Zelensky et ses principaux soutiens en Europe, qui sont en fait l'Allemagne, la France, l'Angleterre, qui sont vraiment le cœur de la machine. Et donc, pour essayer de sauver, non pas le soldat Zelensky, mais pour sauver ce qui peut l'être d'une Ukraine de demain. Et donc, je pense que les Européens sont beaucoup plus conscients des énormes difficultés qu'il va y avoir à reconstruire l'Ukraine, des énormes difficultés qu'il va y avoir à sortir
de l'économie de guerre, de reconstruire une nation. On parlait avant l'émission des millions d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est un chantier colossal. Et ça, évidemment, c'est pas les Américains qui vont gérer, c'est pas les Russes, même si on essaie de leur faucher leurs 700 milliards. Sur lesquels les Belges résistent avec efficacité. Donc les Européens savent que eux, ils sont embringués pour un après qui va être très très complexe. Après, je pense que aux États-Unis, comme tu l'as dit, c'est vraiment compliqué en ce moment parce qu'il y a quand même des gens qui commencent à dire c'est too much. Excusez-moi, en anglais, c'est too much. C'est-à-dire, on n'est pas les valets de pied de M. Poutine et on ne peut pas accepter n'importe quoi de la Russie qui, en plus, pourrait redevenir, on ne sait jamais que ça. Et puis, il y a aussi l'aspect que, malgré tout, Trump rentre dans cette phase de sa vie politique où il est déclinant, quel que soit X. Il a des midterms dans un an. Et à partir de là, c'est la descente en luge vers la sortie et la retraite, s'il va jusqu'au bout. Et donc, et dans son parti, et autour de son parti, il y a toute une évolution pour se libérer de l'emprise de MAGA, de voir comment on peut se libérer de l'emprise de MAGA. Et il y a des sénateurs républicains aujourd'hui qui disent directement stop, ou ils démissionnent, ou ils disent stop. Donc ça bouge aussi là-bas. Et puis il y a la Russie. Et moi je pense qu'on surestime un tout petit peu la main de Poutine. Il y avait un article assez fascinant, on parle beaucoup de presse tous les deux parce que c'est quand même la base de notre information, c'est des bons journalistes. Un article dans le New York Times, je crois, sur les difficultés de l'économie russe. Avec une inflation qui commence à remonter, avec l'effondrement d'un certain nombre de marchés, l'automobile, tout se déglingue petit à petit. Et donc même la Russie aurait intérêt, mais à condition que Poutine obtienne une victoire plus que symbolique sur le terrain et sur le tapis vert. C'est la ligne verte, enfin c'est la ligne rouge ou la ligne de front, mais c'est là que ça va se jouer. Et puis je pense aussi que les Russes voudraient éviter, mais là je suis pas dans le cœur des négociations, voudraient éviter le cessez-le-feu qui ouvrirait une période extrêmement longue, y compris pour eux, de détricotage, et ils voudraient en avoir un accord qui leur donnerait tout de suite ces fameux territoires sans lequel la réputation de Poutine elle-même est mise en danger, c'est-à-dire dans son cercle, dans son milieu politique. Jean-Christophe, Volodymyr Zelensky, donc en difficulté, on peut le dire, tant sur le plan intérieur que diplomatique. Qu'en est-il sur le terrain ? On a parlé beaucoup de ce nœud stratégique de Pokrovsk, où les combats sont acharnés. Néanmoins, l'armée russe aussi a de grandes difficultés, on peut le dire. Oui, c'est l'événement majeur, je trouve, de cette semaine, c'est vraiment la démission de Yermak, donc le bras droit de Zelensky. C'est ça qui l'affaiblit, qui risque d'affaiblir très fortement Zelensky. Sur le terrain, la situation est à peu près identique depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie aujourd'hui militaire russe qui permet de grignoter du territoire. Il y a une stratégie de résistance ukrainienne qui est relativement bien organisée, et qui permet de se retirer petit bout par petit bout, et c'est donc pas du tout une retraite, c'est pas du tout quelque chose de précipité, et ça peut très vraisemblablement durer encore longtemps et plusieurs mois. Donc c'est pas tellement la situation sur le terrain en ce moment qui pèse sur l'avenir de la guerre et du conflit, c'est des facteurs extérieure, c'est donc la pression diplomatique, la pression qu'exerce cette relation entre Poutine et Trump, qui en quelque sorte, Trump prend les Ukrainiens à revers dans la façon dont il peut être soutenu, et c'est aussi donc les facteurs internes de l'Ukraine aujourd'hui. Dans l'opinion ukrainienne, il semble que le refus d'un cessez-le-feu, le refus d'une reddition, ce soit un sentiment très développé. Et donc, s'il y avait un accord hypothétique, il risquerait d'être très très mal reçu par la population. Donc ça aussi, ça rend Zelensky extrêmement prudent. Un dernier mot. Oui, très rapidement. Sur le front, il y a une partie quand même des militaires, et ça on le sait peu parce qu'ils ne sont pas habilités à le dire, qui contestent certaines décisions qui sont prises. Et ce n'est pas la première fois, ça avait déjà été fait à Bakhmout. Et là, de nouveau, le chef d'état-major, sa décision de tenir à tout prix Pokrov et la petite ville à côté, qui a un nom que je n'arriverai absolument pas à prononcer sans erreur, donc je vais l'éviter. Les gens, il y a des unités d'élite dedans qui sont encerclées totalement. Quand vous regardez la route, la carte, la seule route d'accès est tenue
par les Russes. Et donc, c'était un rond autour d'eux. Et donc, pour partir et pour se retirer, s'ils doivent un jour abandonner, il faut qu'ils partent par les champs. Et par les champs, qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Des drones. Donc, vous voyez, et donc, ils contestent cette décision très fortement de non-repli. Alors que l'état-major, et j'en finis là, a justifié ce non-repli parce que derrière, il n'y a pas de lignes qui sont assez, pour l'instant, assez fortes pour tenir. Laure, les dessins sur ce thème. Oui, je vais vous montrer un premier dessin du dessinateur brésilien Amorim, très bien vu, qui s'est dit comment je vais représenter l'effet produit par ce plan de paix de Trump sur l'Ukraine. Wow. Et bien voilà, l'image des mains coupées de Zelensky est éloquente. Dans la même veine, un autre dessin de la dessinatrice australienne Wilcox. On continue un petit peu avec la métaphore sadique des membres coupés. Vous ne m'avez pas assez remercié, dit Trump à Zelensky. Ça évidemment, ça fait écho immédiatement à la fameuse scène de l'humiliation du bureau ovale. C'est vrai que donc les bras nous en sont un petit peu tombés quand ce plan de Trump a été annoncé. Un autre dessin de CAC pour l'opinion, comment les Européens ont tenté de rattraper le coup à Genève cette semaine. Mais voilà, avec cet art de caresser la bête dans le sens du poil, que CAC caricature à merveille. Si on peut... alors, j'ai pas mes lunettes, c'est dommage. Il faudrait... C'est génial, mais il faudrait... Voilà, merci. Et si on l'améliorait ensemble pour faire exactement le contraire. Exactement, merci Ashrène. Si les dessins pouvaient être projetés, ça m'éviterait de plisser des yeux. Merci beaucoup. On voit qu'ils sont pas... Tout le monde aura reconnu Keir Starmer, le chancelier allemand. Ils ont quand même quelques gouttelettes de sueur. Et ils sont pas... Voilà, ils sont pas rassurés. Un autre dessin du dessinateur suisse Chapat qu'on ne présente plus, qui a été publié dans le journal Le Monde. On a parlé donc de ces révélations qui ont été faites par Bloomberg ces jours-ci sur le plan de paix qui aurait été calqué sur le discours du Kremlin. Il est très cocasse. Bien sûr que je l'ai écrit, mais malheureusement Donald Trump est trahi par l'alphabet cyrillique de son plan de paix. Et puis pour terminer, puisque Steve Witkoff a quand même eu un rôle dans tout ça, et il va en avoir un autre la semaine prochaine. Ce portrait assez savoureux du dessinateur cubain Ramsès, voilà, du double agent Witkoff aux allures de héros soviétiques, un petit peu, voilà, qui est censé renégocier la semaine prochaine. Je ne suis pas sûre que la paix soit pour demain. Merci beaucoup Laure, et c'est dans ce contexte de menaces russes grandissantes et de polémiques aussi autour des propos du général Mandon sur le fait que la France devait se préparer à un choc face à la Russie d'ici 3 ou 4 ans que le président Emmanuel Macron a annoncé la création d'un service national de 10 mois pour les jeunes majeurs, service purement militaire mais volontaire uniquement sur le territoire national. 3000 jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 19 ans seront choisis à l'été 2026 avec un objectif de 50 000 d'ici 2035. On va écouter Emmanuel Macron, c'était lors de son discours auprès de la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars en Isère. Nos jeunes du service national serviront pendant 10 mois, ce qui correspond à une année de césure et permet de s'inscrire parfaitement dans le parcours de nos jeunes. Nos jeunes du service national commenceront par une formation initiale d'1 mois où ils apprendront ensemble les rudiments de la vie militaire. Ils acquerront l'esprit de discipline, se formeront au maniement des armes, à la marche au pas, au chant, à l'ensemble des rituels qui nourrissent la fraternité de nos armées et concourent à la grandeur de la nation. Nos jeunes du service national seront ensuite affectés durant 9 mois au sein d'une unité militaire où ils effectueront les mêmes missions que l'armée d'actifs sur le territoire national. Voilà, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant dans ce discours par rapport aux propos, je vous le disais, du général Mandon qui avait beaucoup fait réagir. Emmanuel Macron l'affirme, Patricia, il ne s'agit pas d'envoyer donc ces jeunes Français en Ukraine. Le général Mandon, le 18 novembre dernier, devant les maires de France, alertait. La France doit être prête à perdre ses enfants face à cette menace russe. Il parlait donc d'un choc face à la Russie d'ici 3 ou 4 ans avec la Russie, alarmiste ou réaliste ? Si vous voulez, j'ai envie de dire que les deux sont réalistes en quelque sorte, parce que si un jour guerre il y a,
effectivement, ça ne sera peut-être pas les jeunes de ce contingent, mais ça sera des enfants de la France qui mourront jusqu'à nouvel ordre. Un soldat, même engagé, c'est un enfant de la France. Enfin, je veux dire, quand les 56 qui sont morts au Sahel, c'est des enfants de la France. Ils avaient des parents, ils avaient une femme, une épouse ou un père et une mère. Enfin, je veux dire, je ne vois pas la différence, je la trouve politicienne, vous voyez, je veux dire, bon. Quant à ce service militaire volontaire, l'armée a un problème de masse, hein, effectivement, elle a besoin d'avoir une réserve plus importante en temps de conflit, donc ça rentre dans cette logique-là. Tous les pays européens actuellement sont dans ce processus. Il y en avait une douzaine qui avaient déjà un service militaire qui était obligatoire, mais alors... selon des critères très particuliers, c'est-à-dire que ce n'était pas toute la classe de l'âge. Les armées, comme dans certains pays, disaient on a besoin de tel ou tel spécialiste. Alors ils tirent au sort parmi la classe d'âge, et en fonction de votre... si vous êtes tiré au sort, vous y allez. Imaginez-vous le système en France, si on est tiré au sort, on y va. Je ne sais pas comment les Français réagiraient à ce genre de choses. Ça existait, mais il y a longtemps. Je ferme ma parenthèse. Tirer au sort, c'est un peu particulier, c'est un volontariat particulier. Tout ça rentre dans ce grand brouhaha actuellement qui est là en France depuis, j'ai envie de dire, depuis le printemps, pratiquement, et qui gonfle, qui est une mise en musique de cette menace sérieuse qui vient de l'Est pour essayer de faire prendre conscience aux Français que l'idée répandue et développée par certains comme quoi la guerre c'est complètement utopique, on n'aura pas des chars russes demain sur la place de l'Étoile, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on peut avoir la Russie qui attaque. Les états-majors, tous les états-majors européens en sont persuadés dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, il faut s'y préparer. Mais effectivement, ça ne sera pas des chars russes sur la place de l'Étoile. Ça sera des chars russes peut-être en Pologne, en Lituanie. Et en vertu des accords européens, essentiellement, parce que l'OTAN, l'article 5, c'est un peu du bidon. Enfin, on pourrait développer. En vertu des accords de défense européens, on est obligé d'y aller. Là, pour le coup. Avec l'OTAN, on peut dire je vous soutiens moralement. Mais avec l'accord de... Donc, on aura des hommes sur le front. Mais là, ça sera des hommes de l'armée régulière et pas les fameux jeunes du service volontaire qui assureront les tâches à l'arrière. En tout cas, cette proposition d'Emmanuel Macron a suscité pas mal de réactions favorables, disons, tant du côté de la classe politique que de l'opinion publique. 86% des Français, visiblement, souhaitent le retour d'un service militaire, selon un sondage Ipsos Saisi, école d'ingénieurs, publié. C'était déjà il y a quelques mois par le Parisien. C'était au printemps. Oui, en même temps, la proposition, elle est quand même très soft. Hein. C'est volontaire, vous irez pas au combat, enfin, vous resterez en France, sauf cas exceptionnel. Donc, on n'est pas dans un processus de mobilisation ou de pré-mobilisation de classe d'âge à l'ancienne. Et là, je pense que le sondage, on aurait eu des réponses un peu plus... 41% pour les jeunes. Un peu plus difficiles. Et puis la deuxième c'est surtout chose, les seniors qui sont favorables, sans doute nostalgiques aussi d'une époque... Non, la deuxième chose, c'est que c'est un discours très conservateur. Moi je ne suis pas contre. Hein. Je veux dire, je ne discute pas l'idée que... Et du coup, c'est un message envoyé. Je ne discute pas l'idée qu'il faut trouver des moyens d'avoir de la réserve, d'avoir de la profondeur, etc. Mais on sent bien aussi dans ce discours la nation, la patrie, la discipline. Enfin, c'est quand même des thématiques qui sont plutôt à droite, j'allais dire, du spectre, voire encore plus loin à droite. Et la manière dont il le fait, avec cette espèce de gravité un peu comme il aime bien faire, un peu... Ça, c'est son style. Voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose qui parle à une France en disant... Il y a peut-être des arrière-pensées aussi sur ces gamins qui ne sont pas contrôlés, qu'il faut essayer de... Bon, tout ça, c'est là. Après, moi, il y a quelque chose qui... Je ne suis pas un stratège militaire, mais... Et je ne veux pas ruiner le week-end, mais je ne vois pas... Je ne fais pas le lien entre une guerre conventionnelle et la France puissance nucléaire. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si les Russes, puisqu'on est avec les Russes, décidaient de rentrer en Pologne ou d'aller... je ne sais pas, à Vilnius ou à Tallinn, etc., on est à 2 mm d'un conflit nucléaire. Enfin, on ne va pas leur envoyer une bombe nucléaire s'ils rentrent avec des chars. Non, je continue. Non, mais sérieusement. C'est-à-dire que tout ce discours sur une guerre conventionnelle n'a pas de sens quand on est une puissance nucléaire. La France est une puissance nucléaire, l'Angleterre est une puissance nucléaire, et donc je ne vois pas comment la France pourrait être amenée à faire une guerre conventionnelle qui, très vite, ne serait pas en situation de se nucléariser, tactique, pas tactique, etc. Mais bien sûr que si. Bon, alors notre expert militaire qui connaît très bien tous les phénomènes de guerre, vas-y. Non, mais bien sûr que si. Enfin, si la France est attaquée, il y a des missiles qui se jettent sur la France, des missiles nucléaires. Évidemment, le président appuie sur le bouton et ceux qui sont sur les sous-marins, hop,
hop, ils volent. Mais si la Pologne est attaquée sur un plan purement conventionnel, avec des chars, en vertu de l'article européen, on est obligé de lui apporter assistance, et on ne va pas lui apporter assistance avec une bombe nucléaire. On va lui apporter assistance sur un plan conventionnel, donc avec des chars, donc avec des hommes. 3 jours, 4 semaines, rien. C'est peut-être impossible. pas longtemps, parce que Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Regarde, les Russes, ils n'avancent pas vite en Ukraine, donc quand on dit l'article 5, autant ça ne sert à rien. Enfin, moi, je veux bien, mais il y a quand même des engagements. Si les Américains sont là. Il y a des engagements très clairs. Si un membre de l'OTAN est attaqué, les membres de l'OTAN sont solidaires. Donc, moi, je trouve que tout ce discours... Il est certes intéressant, on va mobiliser l'opinion, et je pense que c'est largement un discours d'opinion, c'est-à-dire de dire aux gens, il y a un risque, c'est une menace, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait une réserve, etc. Mais moi, encore une fois, je suis plutôt du côté versant pessimiste. Je pense que n'importe quel conflit terrestre en Europe sera au millimètre de la guerre nucléaire, même tactique. Et on ne sait jamais où ça nous emmène. Et je pense que c'est une erreur de ne pas dramatiser ce type de discussion, parce que c'est la vérité. Vous ne pouvez pas avoir des armes nucléaires juste pour dire tiens, je vais envoyer mes chars voir ce qui se passe à Varsovie. Ce n'est pas possible. On est en infraction de tout. Et on est au bord de quelque chose de nouveau, de différent. Alors, Jean-Christophe, votre point de vue pour départager les deux? Moi, je suis très prudent dès qu'on parle du nucléaire, parce que c'est vraiment une doctrine qui est très à la fois très robuste, c'est-à-dire les gens qui parlent du nucléaire, c'est des doctrines qui ont été forgées depuis des années, et quand on change une virgule à un texte, c'est vraiment sous-pesé pendant des mois. Et en même temps, de fait, il y a un débat qui est en cours et qui est un débat entre Européens, et notamment la Pologne ou l'Allemagne interpellent les Français aujourd'hui en leur disant, mais au fond, effectivement, puisque on n'est pas sûr que Donald Trump, que les États-Unis vont venir nous soutenir en cas d'attaque russe. Vous, les Français, vous feriez quoi ? Vous avez la bombe atomique. Est-ce que ça peut servir? Est-ce que le parapluie nucléaire français, qui est censé effectivement préserver le territoire national d'une menace, qu'elle soit conventionnelle ou qu'elle soit atomique, est-ce que ce parapluie nucléaire, vous l'étendriez aussi à l'Allemagne et à la Pologne? Et là, c'est seulement le début des discussions qui a commencé. Et donc, c'est à la fois la France doit préciser davantage ce qu'elle appelle ses intérêts vitaux. Alors, elle a déjà dit depuis déjà plusieurs années, l'Union européenne, ça fait partie de nos intérêts vitaux. Mais là, effectivement, avec Poutine aux commandes et la guerre en Ukraine, les partenaires vont dire oui, mais allons un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que vous voulez dire vraiment? Si vous avez des chars russes qui arrivent à Varsovie, qu'est-ce que vous faites? Et puis, donc, la France doit préciser ce qu'elle imaginerait de faire. Et puis, l'Allemagne et la Pologne, c'est quand même aussi accepter, dès lors qu'ils seraient partie prenante en quelque sorte d'une dissuasion nucléaire, c'est rentrer dans un jeu qu'elle ne maîtriserait pas, puisque au dernier moment, c'est le président français qui appuie sur le bouton. Donc c'est quand même très compliqué pour un chancelier allemand ou un président polonais de se dire « je remets la sécurité de mon pays » au président français. Donc voilà, le débat est en cours. Et après, en ce qui concerne la menace, on peut penser que comment agiraient les Russes? Moi, je pense que l'un des scénarios les plus probables, c'est un peu à la façon de la Crimée en 2014. Donc, quand il y a eu des petits hommes verts, ce ne sera pas tout à coup une colonne de chars russes avec bien identifiés, les cocardes et tout ça. Ce sera beaucoup plus dilué, sans doute en jouant, notamment si ça concerne les pays baltes, en jouant sur les populations russophones, des infiltrations. Mais ce sera effectivement un vrai défi pour l'OTAN, parce que par rapport à une intervention dans le cadre d'une guerre hybride, vous voyez, dont les frontières sont floues, à quel moment l'OTAN dira oui, il y a vraiment, ça y est, la guerre a commencé? Un jour, ils peuvent prendre la Lituanie. C'est ça. Alors, le regard des dessinateurs sur cette question. Mais oui, mais vous savez, les dessinateurs, c'est des poils à gratter. Donc ça gratte un petit peu là où ça fait mal. Et sans compter qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs défenseurs du service militaire en général. Donc ce premier dessin de Chapat, décidément en forme pour le temps. Voilà les nouvelles perspectives d'embauche à France Travail pour les jeunes chômeurs des quartiers qui plus est déshérités. Parce que c'est pas la joie autour, nouveau, fantassin, fusilier marin, conducteur de blindés. Ça respire la joie pour la jeune
post-it est savoureux aussi. Hein. Et le Sur le petit post-it, c'est post-it, marqué on on revient. Bien vu parce que je ne l'avais pas vu, Jean-Christophe. Donc, bravo. En fait, il n'y a personne. Un deuxième dessin du dessinateur Urbs qu'on ne présente plus. On l'a dit, que nos jeunes se rassurent. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui d'avant. Voilà. Que nos jeunes se rassurent, ils ne seront pas envoyés au-delà des frontières nationales contre la menace, le retour du service militaire. On vous parachute sur les quartiers nord de Marseille. C'est vrai qu'il y a déjà fort à faire avec le narcotrafic, notamment. Comment fusionner deux actualités en un dessin. Puis pour finir, cette pirouette de fin du dessinateur français Cambon, qui m'a bien amusée. Bientôt la guerre. Mollo, le budget n'a pas été voté. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que notre Premier ministre, ancien ministre des Armées, qui plus est, il est au charbon et puis il galère un petit peu avec le budget, donc il a peut-être son mot à dire. Merci beaucoup Laure pour ces nouveaux dessins. On en vient maintenant au troisième thème d'une semaine dans le monde, ce coup d'État en Guinée-Bissau, en plein processus électoral. Le général Hortan Tam a été investi hier président de la transition pour diriger le pays pendant 1 an. Le président sortant Umaru Sissoko Embalo, lui, a été arrêté, tout comme plusieurs opposants politiques et des membres de la commission électorale nationale. Le président déchu est depuis arrivé au Sénégal avec un vol spécialement affrété par la CEDEAO. Mais le principal candidat de l'opposition, Fernando Diaz, qui vit caché depuis le coup d'État, a une toute autre lecture des événements. Pour lui, c'est le président Sissoko lui-même qui est derrière ce putsch déguisé. On va l'écouter dans une interview exclusive hier soir à France 24. Par exemple, c'est Hortan Tam. S'il est maintenant installé comme président et nous acceptons ça, c'est Mbalo qui va être comme président parce qu'il va commander toujours M. Hortan Tam. Donc, nous ne pouvons accepter ça. Ce n'est pas Hortan Tam le président et nous avons un processus électoral déjà fini. Donc, c'est moi le président. Ziad, on a du mal à comprendre. Coup d'État véritable, coup d'État mascarade, de quoi s'agit-il ? Des fois, il y a plusieurs choses. Des fois, il y a tous les coups d'État en même temps. Non, d'abord, pays instable, on l'a dit, une longue histoire d'intervention militaire et de régime civil très fragile. On a parlé aussi de l'impact des différents trafics, et en particulier le narcotrafic, sur la stabilité et l'organisation du pays. Il y avait un président donc élu en 2019 qui avait une certaine, on allait dire, séduction externe, beaucoup de voyages, de diplomatie, personnalité africaine, parfaitement francophone, lusophone. Donc il avait quelque chose comme ça d'assez séduisant, avec une situation interne très, très complexe, puisque la principale force politique du pays, le PAIGC, parti historique, celui qui avait porté l'indépendance, a été exclu de tous les processus. Et donc, Embalo Sissoko fait le pari de se faire réélire contre le parti dominant, qui, ne pouvant pas se présenter, choisit un candidat lui-même assez populaire et assis sur une des, j'aime pas ce mot, mais une des ethnies, une des composantes communautaires assez puissantes dans le pays. Et donc, il pense gagner, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est pas sûr qu'il ait gagné. Et dans ce cas-là, on peut imaginer effectivement le coup d'État, ce que j'appelle les coups d'État conseil d'administration. C'est-à-dire que l'élite, parce qu'en fait, encore une fois, je n'ai pas tous les éléments, mais les militaires qui ont pris le pouvoir, c'est les militaires qui étaient proches du palais, garde présidentielle, enfin une espèce d'unité très proche de la présidence. Et donc, en gros, on peut imaginer un scénario où il débarque élégamment le président du conseil d'administration, l'exfiltre, mettre le nouveau Premier ministre, qui est un homme du régime, qui était l'ancien ministre des Finances et qui reste ministre des Finances. Et donc, on a une espèce de transition assez... on aurait, encore une fois, je dis bien une transition assez souple, qui éviterait à l'opposition, ça aurait été ça l'objectif final, de remporter ces élections. Deux constats. D'une part, encore une fois, on utilise, ou les militaires utilisent, la force pour régler un problème civil, et ça, c'est vraiment consternant. Deuxièmement, cette bande sahélienne, ça rajoute un pion encore militaire, et donc, enfin sahélienne, pas tout à fait, là on est sur la mer, donc on est en dehors du Sahel, mais quand même c'est l'arc qui fait comme ça, et donc ça fait quand même beaucoup de régimes militaires dans cette région, et beaucoup de régimes civils qui sont sous pression, même si la Guinée-Bissau n'a pas les moyens d'exporter, j'allais dire, sa militarisation, mais quand même les régimes civils sont un peu comme ça. Patricia, effectivement, une menace supplémentaire pour la stabilité dans la région ? Non, je ne pense pas. La région, l'instabilité vient du cœur du Sahel et se propage dans les pays effectivement limitrophes. Mais
Non, là, ça ne va pas jouer pour déstabiliser un peu plus la région. Ça rajoute un pion militaire. Ça évite peut-être un chaos puisque 2 personnes se seraient opposées peut-être sur le terrain après. Donc là, pour l'instant, ça laisse tout le monde terrer chez eux en attendant de ce qui se passe. En revanche, ça laisse la porte ouverte à tout le phénomène de corruption qui se poursuit. Parce que ce régime était entaché de forte corruption, de liens avec les narcotrafiquants. Il faut savoir qu'avec la guerre que nous mène Trump au Venezuela, on a un renforcement de la ligne de convoyage sur la façade ouest de l'Afrique, dont la Guinée-Bissau. Et donc, la cocaïne, mais pas que. Il y a des parcours de la drogue en Afrique qui sont surréalistes, il faut le dire. Même le hashish marocain passe par le sud pour remonter vers le nord. Enfin, on s'y perd. Mais néanmoins, il y a ça ne peut que, en tout cas, laisser aux commandes les trafiquants et leurs comparses militaires. Et deuxièmement, ça met la population de ce pays est quand même aussi soumise à une consommation, enfin aux narcotrafiquants, et il y a des tas de drogues nouvelles qui ont fait leur apparition, et comme c'est un pays pauvre qui n'arrive pas à s'en sortir, la consommation de drogue, mais des drogues de synthèse les plus abominables, explose dans le pays, et donc je ne pense pas que ce soit ce régime qui apporte une réponse à cette question qui est dramatique pour la population. Mais on ne sait pas, on peut-être doit avoir il faut garder espoir. Jean-Christophe, je suis désolée, on manque de temps, mais je vous ferai réagir sur le prochain thème. On va déjà passer au dessin concernant cette situation en Guinée-Bissau. Oui, mais les dessinateurs ont été prudents parce qu'effectivement, on a du mal à comprendre. On va commencer par ce dessin de Glé du Burkina Faso. Vous disiez Achren, véritable coup d'État, mascarade de coup d'État. On ne sait pas bien, difficile de le savoir. Mais en tout cas, Glé, qui est connaisseur du phénomène depuis le Burkina, il résume la situation dans ce dessin. En Guinée-Bissau, des militaires prennent le pouvoir. Le désordre pour éviter le désordre. C'est sûr que les militaires qui prennent en otage la démocratie, c'est jamais bien rassurant. Et puis pour terminer, ce dessin de Mehdi, dessinateur tanzanien, où on voit les personnages à l'œuvre. Donc à gauche, l'opposant Fernando Diaz, très reconnaissable avec son bonnet rouge. À droite, le président sortant, Sissoko Embalo. Et au milieu, donc, l'urne. Et le résultat des élections, eh bien, c'est ce général Hortantam qui promet d'être là pour un an. Rendez-vous dans un an, quand même. On verra. Et puis juste une dernière information de la soirée, l'Union africaine a suspendu la Guinée-Bissau tout à l'heure. Allez, un mot à présent de ces vagues d'enlèvement de masse au Nigeria. Encore lundi dernier, 10 personnes ont été kidnappées dans un village de l'État de Kwara dans l'Ouest. Ça fait suite à l'enlèvement de 303 élèves et de 12 enseignants après l'attaque de l'école catholique mixte Sainte-Marie dans l'Ouest. À nouveau, au moins 50 d'entre eux ont depuis réussi à s'échapper. Recrudescente en tout cas de ces enlèvements, alors que Donald Trump menace d'intervenir militairement pour mettre fin à ce qu'il appelle les meurtres de chrétiens. Jean-Christophe, donc des milliers de Nigérians sont kidnappés, on le sait, chaque année. Est-ce qu'il y a une accélération particulière en ce moment ? Les chiffres semblent montrer que l'instabilité, là aussi, on peut parler d'instabilité, donc à l'intérieur de ce géant africain qu'est le Nigeria, qui est un pays organisé de façon fédérale, donc avec une répartition des pouvoirs, y compris en matière de sécurité, entre l'État central et les États fédérés. Ce qui est frappant, c'est quand même de voir ce phénomène d'enlèvement qui est en tout cas... pratiquement partout dans le pays, que ce soit du nord-est au centre-ouest, alors peut-être un petit peu moins le sud, mais quand même on voit un phénomène en fait qui ressort sans doute de logiques très différentes. On sait que dans le nord-est du pays, des groupes armés djihadistes sont extrêmement puissants et qu'ils font régner la terreur, qu'ils ont aussi des logiques de prédateurs, de prédation pour à la fois de l'argent, des fonds, mais aussi effectivement des femmes, etc. Donc il y a vraiment une dynamique qui est extrêmement compliquée. En face des milices villageoises de protection, l'armée qui est plutôt moins là que vraiment là.
Et puis dans d'autres parties du pays, il semble que ce soit aussi une logique de banditisme, de prise d'otages pour avoir des rançons. Et donc, ça montre une instabilité quand même très importante. Ce qui est clair, c'est qu'il y a au moins autant de victimes musulmanes que chrétiennes. Donc, le Nigeria est un pays qui est où les populations musulmanes sont au moins aussi nombreuses que les populations chrétiennes, une répartition nord-sud. La plupart des violences se déroulent plutôt dans le nord et dans le centre. Donc c'est plutôt quand même des musulmans qui sont les victimes des exactions, mais effectivement des écoles chrétiennes aussi sont visées. Et en ce qui concerne la déclaration de Donald Trump, il y a clairement une instrumentalisation politique interne aux États-Unis, puisque des groupes évangéliques extrêmement puissants sont des soutiens très importants de Donald Trump. Ziad, sur cette accusation de Donald Trump de, je le cite, tolérer les meurtres de chrétiens, le président américain qui menace donc d'une intervention militaire, qu'en pensez ? S'il veut y aller tout seul, bon courage. Hein. Je veux dire, le Nigeria, c'est pas un petit pays. Je pense c'est pas la première fois qu'il s'en prend au Nigeria. Pourquoi ? Oui, alors il y a plusieurs dossiers internationaux. On pourrait parler de l'Afrique. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il s'attaque à deux des plus grands pays d'Afrique en même temps. L'Afrique du Sud et le Nigeria. Donc on pourrait se demander s'il n'y a pas une petite fixette. Et dans les deux cas, il y a la population blanche ou la population chrétienne qui sont des thèmes qui résonnent aux États-Unis. Et je pense qu'il y a le psyché, excusez-moi du terme, un peu allumé là du président sur ses obsessions identitaires, raciales, etc. Il vient de sortir un tweet absolument délirant aux États-Unis sur le fait qu'il allait virer tout le monde et tous les gens du tiers-monde. C'est quoi le tiers-monde ? On ne sait pas trop ce que c'est aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui ressemble à ça. Juste sur le Nigeria, parce que je vois que l'horloge tourne. Et après les décès. Il faut juste se rappeler de l'immensité. À chaque fois qu'on parle de cette région, on oublie la taille, on oublie l'immensité, on oublie que le Nigeria est incapable de contrôler toute sa frontière ouest-nord-est. C'est impossible physiquement. Qu'il y a des discussions entre le Nigeria et les États-Unis pour les achats d'armes, que ces discussions ont repris comme par hasard, elles se sont restructurées. Donc les Américains, c'est toujours un peu la même chose. En ce moment, d'abord, ils disent une énormité, et puis après, on crée des liens, etc. Donc il est possible que les Américains soutiennent une armée nigériane exsangue. C'est-à-dire, elle est incapable de mener cette lutte sur le terrain. Donc voilà, avant de rentrer dans toutes sortes d'analyses géostratégiques, c'est un immense géant très fragmenté. Vous savez, quand on est à Lagos, tout ça, ça semble, pour ceux qui connaissent Lagos, tout ça, ça semble très lointain. C'est loin ce qui se passe dans le nord et dans le centre. Laure, on manque de temps, je suis désolée, on va visualiser peut-être un dessin, si vous en avez un qui ressort un petit peu. Eh bien, le dessin de notre ami Damien Anglais du Burkina Faso, aussi simple qu'efficace comme souvent chez lui, les nouveaux panneaux de signalisation au Nigeria. C'est plus attention école, c'est attention enlèvement. Et puis vous voyez que le panneau est en pointillé. Et c'est déjà la fin d'une semaine dans le monde. Désolée de vous avoir pressé. Merci infiniment Laure, Jean-Christophe, Ziad et Patricia d'y avoir participé. Prochain point complet sur l'actualité internationale d'ici quelques minutes.